Il est temps à présent de commencer sur le fond des choses. J'ai une présentation intitulée « Les antécédents philosophiques et le contexte de la révolution scientifique que représente l'entrée dans une ère transgénérationnelle ». Je tiens beaucoup dans mes travaux à faire la distinction entre l'équité intergénérationnelle et l'ère du droit transgénérationnel. Mais pour entrer dans cet univers-là, ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que vous m'entendrez demain parler de droit, je voudrais insister sur la révolution, tout d'abord, dans le domaine éthique. Ça veut dire quoi, un droit des générations futures? Pourquoi il y a besoin d'un droit des générations futures? Et pourquoi on va remonter au niveau de l'éthique? Alors, puisque je m'adresse à des juristes, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de clins d'œil réalisés et faits à vos mentors, les personnes et les professeurs et juges qui vous ont nommés. Pourquoi, jusqu'à présent, le droit des générations futures n'était pas nécessaire? Tout simplement parce qu'il était naturel, il était évident, c'était dans le cours des choses qu'à l'avenir, qu'il appartenait à l'avenir de s'occuper de lui-même. En tout cas, pour les Occidentaux, c'est quelque chose qui est évident. Je relativise dès à présent, puisque bien évidemment, pour les peuples autochtones, il est au contraire très naturel de penser aux générations futures. Donc dans la pensée occidentale, on peut dire qu'il n'y avait pas de besoin spécifique de penser les générations futures, de formuler un concept de génération future, et l'ensemble des lois, du droit, des droits, ont été formulés tout particulièrement en ignorant l'avenir. En droit français, on a la théorie du sujet de droit pour exister, pour avoir des droits et des obligations, bien évidemment pensé dans un contexte de réciprocité. Encore faut-il être un être existant actuel. Et c'est pour cela que le professeur Alexandre Kiss, grand juriste de droit international de l'environnement, extrêmement humain, qualifiait le droit des générations futures comme un droit qui s'inscrit dans une révolution copernicienne. Le professeur Mireille Delmas-Marty, à qui je dédie aussi cette présentation, il nous a quittés en février dernier, parlait de rupture anthropologique dans l'approche occidentale du droit. Et en fait, nous n'avions aucun repère pour naviguer dans cet océan qu'est la gouvernance de l'avenir. On a donc besoin aussi de nouveaux mots, on a besoin d'une nouvelle éthique et bien évidemment de nouveaux fondements juridiques. Alors bien souvent, je commence par présenter la planète. Vous savez, sur le site de la chaire Normandie pour la paix, nous avons mis cette planète qui tourne, qui est vivante, qui est en mouvement. Tout simplement parce que lorsqu'on voit notre corps terrestre et lorsque l'humanité pour la première fois a vu son corps terrestre, cette planète flottant dans l'univers, elle a découvert qu'elle avait un contour limité. C'est alors que l'idée d'une certaine finitude de notre corps terrestre est allée de pair avec l'émergence de cette conscience de finitude de notre existence sur Terre. Tous les astronautes, lorsqu'ils vont dans la Station spatiale internationale, sont saisis par cet effet particulier que l'on appelle l'overview effect. C'est un effet psychologique déclenché par cette perception physique, visuelle, qui m'a marqué une empreinte psychologique sur cette conscience de vulnérabilité de notre planète. Et je pense que Tony Oposa a cette force de persuasion et de partage pour nous faire prendre conscience de notre responsabilité particulière parce que nous avons conscience de cette vulnérabilité de la planète. Alors on peut dire que 72, lorsque la NASA a délivré pour la première fois ce cliché de la planète, l'humanité spontanément a découvert ce que c'était qu'une conscience écologique. La conscience écologique a émergé spontanément à l'échelle planétaire, est allée de pair avec la première conférence mondiale que vous connaissez tous de Stockholm 72, qui a fait émerger cette idée d'obligation, de devoir, et j'insiste bien sur le mot devoir, de prendre soin du monde. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est que si on affine cette éthique de l'avenir, cette éthique du futur, cette éthique des générations futures, c'est bien évidemment dans la lignée de différents auteurs que je souhaiterais à présent vous présenter. Juste à titre introductif, quelques précisions au niveau conceptuel. Vous savez tous que cette expression, génération future,
participe de la définition de l'objectif de développement durable et son pouvoir, c'est de décloisonner. Décloisonner la manière de penser, la manière de raisonner sur les horizons légitimes du droit. C'est un concept qui a une sorte de puissance de révolution dans l'idée que dès aujourd'hui, nos actions exercent une emprise sur l'avenir et dès lors, dès aujourd'hui, si nous mettons en danger de manière existentielle les générations futures, alors le droit, l'éthique doivent être transformés et embrasser la dimension transgénérationnelle. Alors bien sûr, on a vu des concepts avant qui annonçaient, qui préfiguraient l'apparition du concept de génération future, comme celui de patrimoine commun de l'humanité et de développement durable. Cette éthique de l'avenir, je vais particulièrement insister dessus aujourd'hui, puisque demain, je vous parlerai des droits des générations futures. Elle est nécessaire parce que ce sont les soubassements théoriques nécessaires pour penser, formuler, raisonner pour ce droit des générations futures. Et demain, je mettrai un accent tout particulier dans mon domaine de spécialité, qui est de proposer une déclinaison transgénérationnelle des droits fondamentaux. Alors commençons par le commencement. Thomas Kuhn est un scientifique qui a rédigé un ouvrage de référence sur la structure des révolutions scientifiques. Qui l'a lu ici? Levez la main. D'accord. Alors, Thomas Kuhn, il s'est interrogé sur finalement comment on peut analyser s'il y a un modèle ou pas de transformation des sciences. Comment fait-on pour un jour passer d'un paradigme dominant à un autre paradigme? Un paradigme, c'est là tout l'intérêt de ce livre. Donc, c'est très simple, je vous conseille de lire juste la conclusion, la nouvelle postface, et vous avez absolument la quintessence de sa pensée. En écrivant donc son cours sur l'histoire des sciences à Harvard, il a abouti à la conclusion suivante, qu'en fait, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les révolutions scientifiques sont silencieuses. On pourrait croire qu'elles arrivent tambour battant. Eh bien non. Il a mis en évidence qu'une communauté scientifique se fédère autour d'un paradigme, c'est-à-dire une idée théorique, une connaissance, on pourrait même parler de croyance des fois, qui fédère cette communauté scientifique et qui explique tout le monde scientifique. Puis, il a identifié deux choses. Il peut arriver qu'un paradigme dominant soit complètement balayé pour un autre paradigme. Par exemple, le paradigme dominant selon lequel la Terre est plate est complètement balayé par un autre paradigme. La Terre est ronde. On ne peut pas tenir les deux en même temps. Mais ce qui est très intéressant dans son ouvrage, c'est qu'il dit il peut arriver qu'un nouveau paradigme ne chasse pas l'ancien. Et c'est ce qu'on va appliquer dans le droit des générations futures. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un paradigme dominant, par exemple les lois qui gouvernent la physique à l'infiniment grand, peuvent tout à fait rester valables, coexister en même temps avec un nouveau paradigme, les lois physiques à l'infiniment petit, qui répondent à d'autres logiques, d'autres lois. Et pourtant, les deux coexistent. Et c'est exactement ce qui va se passer pour le droit des générations futures. Le droit pour nos relations actuellement, pour les hommes actuellement vivants, dans un terrain de réciprocité, demeure valable. Le droit des générations futures vient juste ajouter de nouvelles règles, de nouvelles logiques, lorsque, et uniquement lorsque, nos actions vont emporter des effets existentiels ou des risques existentiels, contexte d'incertitude, principe de précaution, sur l'avenir. Bien évidemment, pas seulement les générations futures humaines, puisque ce n'est pas un paradigme, ni un droit, ni une éthique anthropocentrique, mais également sur l'intégrité des écosystèmes et l'intégrité des autres espèces. Donc incontestablement, lorsque l'on va sonder différents ouvrages, il y en a de nombreux ouvrages, sur cette idée des générations futures, de cette éthique de l'avenir, de l'éthique de la nature, on trouve beaucoup d'ouvrages qui viennent nous confirmer que nous sommes entrés dans une nouvelle ère éthique, de conscience de vulnérabilité et de responsabilité envers l'avenir, toute espèce confondue. Donc là, par exemple, le principe de responsabilité de Hans Jonas, qui est
dans le cadre de mes travaux, un ouvrage fondateur, puisqu'il a énormément de citations et d'impératifs éthiques transgénérationnels qu'il a formulés, ou encore Günther Anders dans La menace nucléaire. Tous s'accordent à dire la chose suivante: l'humanité a acquis un pouvoir totalement nouveau, à la fois sur la planète, sur les conditions du vivant, qu'il soit humain ou non humain, et sur les générations à venir. Et c'est ce pouvoir-là, on peut dire une emprise par priorité d'existence temporelle, qui justifie justement cette éthique de l'avenir. Et ça génère de profondes transformations dans les jalons éthiques. Alors j'aimerais prendre le temps de vous présenter le principe responsabilité de Hans Jonas, qui, pour sa part, a estimé que c'est l'entrée dans l'ère de la civilisation technologique qui justifie cette éthique de l'avenir, cette éthique des générations futures. Donc dans cet ouvrage, qui est vraiment un ouvrage à maîtriser, si on veut se lancer sur le droit des générations futures, il lance un appel pour une théorie éthique de l'avenir. Il part du constat très simple: comme avant, il n'était pas nécessaire de penser génération future, on n'a rien. On ne peut pas se référer aux anciens. On ne peut pas regarder dans la pensée éthique traditionnelle pour trouver quelques repères. Et puis, comment justifier cette nouvelle éthique de l'avenir? Parce qu'avec les meilleures idées, on peut aussi avoir des effets secondaires détestables, voire totalitaires. Il faut éviter les risques de déviance. Et donc, il dit la chose suivante. À la limite, le suicide individuel, c'est une part de la volonté individuelle. Mais l'humanité, est-ce qu'en tant que philosophe, est-ce qu'en tant que penseur, on peut laisser l'humanité courir à son suicide? Et il arrive à l'impératif suivant de dire non, l'humanité n'a pas droit au suicide, n'a pas le droit de s'exterminer. Nous avons besoin de formuler des impératifs éthiques de pérennité de l'humanité et des autres espèces. Et donc il va formuler, et je vous laisserai lire l'ouvrage, mais des impératifs éthiques un peu comme Kant, tels que « agis de telle façon, de telle sorte, que tu puisses garantir la condition authentiquement humaine sur Terre ». Alors cette phrase, quand je l'avais lue, je le pensais vraiment en relation avec l'environnement. Avoir un air sain, ne pas circuler sur des territoires contaminés. Et puis, par ma recherche, je suis allée aussi dans d'autres terrains, qui est sur le transhumanisme, puisqu'il y a des idéologies qui apparaissent, des nouveaux récits technologiques qui appliquent à la condition humaine la transformation, le projet d'augmenter l'humanité, que ce soit par le recours, alors sans aucun complexe, à l'eugénisme ou au ciseau CRISPR-Cas9, ou alors carrément avec l'augmentation, avec l'intégration d'artefacts technologiques. Donc on voit qu'Hans Jonas, juste dans cet impératif kantien, à savoir d'agir de telle façon que tu puisses garantir une condition authentiquement humaine, il nous a légué un impératif majeur qui doit nous guider pour les prochaines années. Alors, Hans Jonas, il est très connu pour dire qu'il faut prendre soin de la nature, que l'existence de l'homme ne doit pas être mise en jeu, que nous avons l'obligation de l'existence de l'humanité future. Il dit « nous avons l'obligation de son être tel ». Nous devons donc, nous dit-il, préserver les conditions d'existence de l'humanité et la condition humaine. Donc il a deux niveaux de conscience de responsabilité, à la fois l'humanité dans son environnement, mais l'humanité dans sa condition propre, humaine. Et il rappelle bien qu'il y a un principe d'unité du vivant. Des fois, il est mal présenté. Certains auteurs pensent que c'est anthropocentrique, qu'on parle que de générations futures humaines. Pas du tout. On ne peut pas penser une éthique des générations futures sans lien d'interdépendance avec tous les autres espèces vivantes et tout ce qui est et soutient la vie. Alors, comment donner vie à cette éthique de responsabilité transgénérationnelle? Il a une méthode pour anticiper la menace sur l'avenir, qui est un exercice qui n'est pas évident. Certains psychologues vont dire qu'on a besoin d'avoir une bonne structure psychologique pour anticiper l'avenir. Mais quoi qu'il en soit, il dit qu'il faut sonder ce à quoi nous tenons. Et comment sonder ce à quoi nous tenons? Eh bien, faire cet exercice théorique de perdre cet objet. C'est souvent quand on perd peut-être une relation qu'on se dit « Ah, j'y tenais ». Eh bien, c'est la même chose. Si je perds le droit de me balader en toute liberté sur une plage, tellement c'est évident, parce qu'un jour, ça va être privatisé. Bien là, c'est là où on va se dire « Non, non, c'est pas normal. Je dois avoir un droit d'accès à la nature ». En France, 70% des forêts sont privatisées.
Qu'est-ce que ce sera dans 20 ans? Est-ce que j'aurai encore un droit d'accéder à la nature en France? Donc c'est quand on sonde ce à quoi nous tenons que nous pouvons mobiliser l'action, notamment par rapport au gouvernement, ce qui s'appelle l'heuristique de la peur. Donc, d'autres auteurs comme Günther Anders qui était un philosophe très engagé dans le domaine du nucléaire, il a eu des correspondances avec le militaire qui a jeté la bombe nucléaire sur Hiroshima et Nagasaki, qui a fait une véritable dépression suite à cette responsabilité dont il était l'auteur. Il ne le savait pas, ce qu'il faisait. Donc, Günther Anders a vraiment sondé, pensé la menace nucléaire. Et pour lui, l'humanité, avec l'entrée dans l'ère nucléaire, a considérablement bouleversé les fondements éthiques de son existence. Parce que tout simplement, l'entrée dans l'ère nucléaire a introduit une rupture dans le concept même d'histoire. On a introduit une rupture d'une telle dimension qu'avec l'entrée dans l'ère nucléaire, l'humanité a acquis le pouvoir de s'autodétruire à tout instant. La technologie nucléaire l'emporte sur notre moralité, sur notre éthique. Et donc tous ces auteurs qui étaient par ailleurs des amis de faculté, qui discutaient entre eux, il y a Hannah Arendt aussi qu'il faut convier dans l'audience, ont bien tous mis en évidence que les fondations même de notre existence morale sont complètement bouleversées. Sur le nucléaire, nous on est en France, c'est quand même un État où il y a beaucoup de recours à l'arme nucléaire, que ce soit au niveau nucléaire, armes nucléaires, militaires. On a un sous-marin qui se balade partout dans le monde, quelque part, l'endroit est secret, pour éventuellement riposter par la menace nucléaire en cas d'attaque. Donc c'est un État qui a construit sa sécurité sur la menace nucléaire. Puis c'est un État aussi où il y a beaucoup de centrales nucléaires. Par tête d'habitants, nous faisons partie des États les plus nucléarisés au monde. Eh bien, Günther Anders, il était complètement furieux de dire, mais vous acceptez cette mise en danger constante? Vous devez vous révolter contre cette menace nucléaire constante sur votre condition de vie. Alors jusqu'à présent, le thème du nucléaire était devenu comme un thème un peu dépassé. C'est-à-dire que notamment les cours de géopolitique de l'année dernière, du nucléaire dispensés à mes étudiants, au début de l'année, c'était un peu vu comme des cours d'histoire, de la guerre froide. Malheureusement, on le voit bien avec l'actualité, nous sommes rattrapés par cette menace nucléaire. Et qu'est-ce que ça signifie au niveau éthique? Ça signifie que plus que jamais, il y a un fossé prométhéen entre ce que nous sommes capables de faire et ce que nous sommes capables de penser. Alors j'espère que ça ne va pas être trop dur pour les interprètes de suivre. Je vais faire une citation d'Hannah Arendt que j'aime particulièrement et donc que j'ai mis au début de ma thèse et j'espère que ça va vous inspirer. Cette phrase, elle m'accompagne depuis peut-être plus de 26 ans et j'espère qu'elle va à votre tour vous inspirer. Voici ce qu'elle dit dans La condition de l'homme moderne. Mais il se pourrait, créatures terrestres qui avons commencé d'agir en habitants de l'univers, que nous ne soyons plus jamais capables de comprendre, c'est-à-dire de penser et d'exprimer les choses que nous sommes cependant capables de faire. S'il s'avérait que le savoir et la pensée se sont séparés pour de bon, nous serions bien alors les jouets et les esclaves, non pas tant de nos machines que de nos connaissances pratiques. Créatures écervelées, à la merci de tous les engins techniquement possibles, si meurtriers soient-ils. Ça a été? Merci. Si vous me dites oui, c'est bon. Cette phrase, qu'est-ce qu'elle est inspirante? Elle permet de dire qu'on doit garder le pouvoir intellectuel sur ce que nous faisons. La pensée doit aller de pair avec le faire. Sinon, il n'y a plus de savoir-faire.
Si nous créons des technologies sans aucune conscience de responsabilité envers l'avenir, c'est le but, notamment dans le nucléaire, alors nous violons déjà l'avenir. Cette éthique de l'avenir et bien sûr les droits des générations futures. Je vous donne 2 exemples très concrets. Sur le nucléaire, en France, on a fait le choix, en toute bonne foi, pour cette technologie, car nous avions 220 mines d'uranium en France. Donc on s'est dit qu'on avait une certaine autonomie. Néanmoins, nous ne savions pas que faire des déchets nucléaires. Et nous ne savons toujours pas aujourd'hui que faire de ces déchets nucléaires. On a même fait un peu d'expérimentation, en balancé par-dessus bord, dans des fosses sous-marines profondes, les fûts avec les déchets dangereux, les plus dangereux. Et là, typiquement, c'est un cas d'école de non-pensée de l'avenir. Alors, sur l'éthique de l'avenir, il y a aussi une autre clé à maîtriser. C'est aussi une forme de nouveau droit, qui est un droit de la catastrophe. Et la catastrophe au sens philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'un point de vue conceptuel, la catastrophe signifie qu'il n'y a plus de retour en arrière. C'est ce que nous enseigne le philosophe français Jean-Pierre Dupuy. J'ai pas mis la diapo en anglais, désolée. Il nous dit la chose suivante. Vous voyez les frises chronologiques que vous aviez en cours d'histoire avec la flèche du temps qui allait vers l'avenir, telle une évidence. Bien, si une catastrophe nucléaire, catastrophe chimique, catastrophe au sens philosophique de Jean-Pierre Dupuy a lieu, il y a un retournement de l'histoire. C'est-à-dire que l'avenir n'a plus d'avenir. Alors cette citation est un peu longue, mais elle dit plusieurs choses. Il dit qu'en fait, quand une catastrophe a lieu, l'avenir n'a plus d'avenir. Et puis que la plus grande difficulté au niveau conceptuel de penser la catastrophe, c'est que tant qu'elle n'arrive pas, on n'y croit pas. Et donc ça veut dire quoi ? Si vous réalisez correctement votre travail, d'anticiper la catastrophe, c'est l'objectif du principe de précaution. Ce sera peut-être votre cas un jour en étant dans un gouvernement. Si vous anticipez bien la catastrophe, on va venir vous regarder, on va dire, elle n'a pas eu lieu la catastrophe. Et c'est ce qu'il dit. La catastrophe comme événement surgissant du néant ne devient possible qu'en se possibilisant. Et c'est bien là la source de notre problème. S'il faut prévenir la catastrophe, on a besoin de croire en sa possibilité avant qu'elle ne se produise. Et si inversement on réussit à la prévenir, sa non-réalisation la maintient dans le domaine de l'impossible et les efforts de prévention en apparaissent rétrospectivement inutiles. C'est exactement ça, le droit des générations futures à terme, ce sera de transposer dans le champ juridique cette éthique de la catastrophe. Donc c'est également un auteur fondateur de ce droit des générations futures et je vous ai mis 2 cas. Quand j'étais allée à Sendai pour les négociations dans le monde en tant qu'ONG avec le professeur Michel Prieur, on parlait des catastrophes comme si c'était un accident. Il y avait un besoin d'affinement conceptuel du concept de catastrophe parce que les catastrophes ne sont pas seulement naturelles, les catastrophes peuvent être technologiques. Les catastrophes peuvent ne pas être réversibles. Et c'est le cas aujourd'hui encore dans les territoires hautement contaminés, comme c'est le cas autour de Tchernobyl ou que ce soit dans les océans à cause de Fukushima. Il y a des moments où la résilience n'est plus possible et je formule cela comme la fermeture des horizons de l'avenir et forcément ça se traduit par une tragédie des droits de l'homme. Donc on a besoin d'enrichir aussi au niveau éthique cette idée, ce concept de la catastrophe. Il faut l'enrichir. Bien sûr, je vous ai expliqué que... elle est là, la diapo en anglais, mais c'est pas grave, j'avance. Donc vous l'avez compris, cette éthique, elle est nécessaire. Il y a d'autres manières de la formuler, comme l'entrée dans l'ère de l'Anthropocène, pour expliquer cela. La dernière clé, et non des moindres, que je voudrais partager avec vous, qui fait l'objet d'un cours entier de plus de 20 heures auprès de mes étudiants, c'est concrètement cette éthique. On a compris qu'il y a une éthique de la catastrophe, de la nature, de l'avenir à faire, qui va nous emmener vers un droit des générations futures, un droit de la condition humaine, un droit qui protège la Terre. Mais comment on fait d'aller à l'un à l'autre et comment on arrive à tisser ce droit et cette éthique de l'avenir ? Bien, la clé, c'est la pensée complexe. La pensée complexe, en France,
elle est formidablement enseignée par Edgar Morin dans son ouvrage « Introduction à la pensée complexe ». Il n'a non moins que 101 ans, géographe et philosophe. C'est une sommité intellectuelle en France. Et il dit au début de son ouvrage que nous sommes au Moyen-Âge de la pensée. On se trouve un petit peu difficile, mais ce qu'il explique dans son ouvrage Introduction à la pensée complexe, c'est qu'il est temps de se défaire de notre pensée occidentale qui est une pensée simplifiante. Il a rédigé cet ouvrage Introduction à la pensée complexe, il a aussi rédigé 6 ouvrages qu'il décrit comme encyclopédiques de la méthode, qui est une forme d'encyclopédie de la pensée complexe appliquée. Je vais bientôt conclure. Je sais que c'est très théorique, mais ça, c'est la clé. D'ailleurs, Laurie Fartaria, qui est ma doctorante, son premier travail que je lui ai donné, c'est de faire une fiche de cet ouvrage et de l'afficher sur son bureau. C'est ainsi que moi-même j'ai fait ma thèse, c'est ainsi que je l'enseigne à mes étudiants. Ce sont des clés de compréhension de notre monde et comment accompagner la transformation de notre monde. Alors, qu'est-ce qu'il nous explique Edgar Morin? Il nous dit qu'il est temps de réformer l'enseignement, il est temps d'enseigner l'entrée dans l'ère planétaire et il est temps de prendre conscience que notre pensée est simplifiante, qu'elle désintègre la complexité du réel. Alors que, pour lui, la pensée complexe permet de civiliser notre connaissance. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir une pensée qui puisse accompagner le réel, dialoguer avec le réel. Si vous regardez la pensée simplifiante, notre manière, nos enseignements, physique, sciences naturelles, tout est en silo. Tout est enseigné de manière séparée. Ça a un côté très sécurisant parce qu'on a l'impression qu'il y a des certitudes. On a l'impression qu'il y a des choses qui sont claires, des délimitations précises. Or, la réalité, c'est que notre réalité, elle est multidimensionnelle et puis il faut intégrer l'incertitude. L'incertitude fait partie de la complexité du réel. Alors, il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites sur la pensée complexe. On peut faire un tableau comparatif, mais les logiques sont très différentes. Certaines sont des logiques qui séparent, qui isolent d'un côté, et de l'autre, des logiques qui relient. Donc d'un côté, le bon côté de la pensée simplifiante, c'est que c'est clair, mais c'est myope. Alors que la pensée complexe permet d'intégrer le multidimensionnel. Alors il y a des paradoxes aussi dans la complexité, je terminerai là-dessus, c'est que quand on intègre la pensée complexe, on va développer des nouvelles logiques. Je vous en donne juste une. Dans la pensée simplifiante, on a une pensée disjonctive, c'est-à-dire qui sépare, qui isole. Regardez les questionnaires que l'on vous pose. Est-ce que c'est cela ou cela? Un cas ou un autre. Donc on exclut. C'est blanc ou c'est noir. Avec la pensée complexe, on peut avoir une pensée dialogique, c'est-à-dire qu'on peut avoir les deux et ou en même temps. On peut avoir l'un et l'autre, l'un et ou l'autre, l'un et son contraire sans se contredire. C'est ce que je viens de vous expliquer avec les lois de la physique. Deux paradigmes qui coexistent. Et le droit des générations futures, c'est ça. C'est un nouveau paradigme qui ne va pas exclure les anciens paradigmes, mais qui va venir le compléter dans une nouvelle ère. Donc voici juste une introduction à cette éthique de l'avenir qui peut être infiniment plus riche et quelques clés de compréhension, bien évidemment, qui méritent de plus ample développement. Je vous remercie pour votre attention.